Le système politique anglais est une monarchie parlementaire, avec une constitution non écrite. Non écrite? Ouais, il n'y a pas de constitution, quoi. Oui, mais au lieu de dire qu'il n'y a pas de constitution, on dit plutôt qu'il y a une constitution non écrite, parce qu'il y a de facto des règles qui sont suivies à la lettre près, mais elles n'émanent pas d'un texte, mais d'une coutume. Ça nous étonne un peu parce que nous, on est habitués à voir le droit sortir d'un texte, souvent d'une loi, ou, en pays anglo-saxon, de la jurisprudence, mais le fonctionnement des institutions parlementaires britanniques, il vient de la coutume. L'Angleterre a un système politique coutumier. C'est important ça. C'est ça qui explique que pendant la Révolution française, les Anglais, et principalement le philosophe anglais de l'époque Edmund Burke, étaient fortement contre-révolutionnaires, parce qu'ils défendaient la coutume contre le légalisme français. Lui est anglais et son pays s'est construit sur de la coutume bétonnée. Depuis Guillaume d'Orange, donc depuis la Glorious Revolution, 1788-89, les rois sont extrêmement passifs politiquement. C'est un comportement coutumier. Le roi se contente généralement de consentir aux lois et donc de les signer. C'est ce qu'on appelle le Royal Assent. Donc il fait que ça. Il signe les papiers, quoi. Mais il n'y a pas une histoire comme quoi il nommait aussi les évêques, les lords, enfin... Oui, il a ce pouvoir, mais là encore, en pratique, ce n'est pas lui, c'est le Premier ministre qui opte pour lui, ça va plus vite, et c'est cohérent avec cette tradition coutumière de passivité du roi sur les questions politiques. Et c'est déjà arrivé que le monarque ne signe pas un papier? La dernière fois que c'est arrivé, c'était sous la reine Anne Stuart. C'était la loi sur les milices écossaises. Depuis ce jour, les monarques d'Angleterre n'ont jamais contrecarré une loi du Parlement. Voilà, ainsi le veut la coutume. Donc Victoria, elle sert à rien en fait. J'ai pas dit ça. Mais son rôle n'est pas gouvernemental. Son rôle est dans la pérennité des institutions. Elle est un symbole de l'unité du pays en cas de crise parlementaire, c'est-à-dire quand les institutions ne fonctionnent plus. Parce que oui, les institutions humaines, même coutumières, peuvent déconner à un moment. La monarchie est un rouage humain, j'ai envie de dire temporel, compréhensif, avec une certaine présence, un certain regard, une certaine vision. Et donc, elle peut essayer de dégager une solution de crise. C'est un petit peu ce qui s'est passé à certains moments, comme en 1911. La monarchie peut aussi distribuer des honneurs, des médailles, des décorations, prendre la parole lors de certains événements et ainsi renforcer leur portée historique. L'époque de la reine Victoria, c'est une époque de rayonnement international évident, qui porte en quelque sorte son visage. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'Empire? Dans l'Empire, on va trouver l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande. Ça, c'est le Royaume-Uni, Mais il faudrait ajouter les territoires sous domination britannique dans le monde entier, que je ne vais pas énumérer, parce qu'on va rester aujourd'hui sur l'Angleterre. Mais elle l'a jamais vu. Quoi donc? Son empire. Elle s'est jamais déplacée. Ah oui, attends, je t'arrête tout de suite. C'est parce que là, tu veux me sortir le gros cliché, comme quoi c'est une reine déconnectée, qui règne hypocritement sur un empire qu'elle n'a jamais vu en vrai, sauf sur des cartes. Oui. Eh ben, c'est vrai. Voilà. J'ai rien à dire là-dessus. La reine Victoria est mariée? Oui, elle a convolé en juste noces avec un prince allemand, Prince Albrecht von Sachsen-Coburg-Undgotha. Et elle en est éperdument amoureuse malgré la tristesse de devoir faire porter à ses enfants les gutturales consonances d'un tel nom de famille. Nom de famille qu'ils vont devoir supprimer pendant la Première Guerre mondiale parce que soi-disant que ça sonnait allemand. Donc c'est lui le roi? Non, Albert n'a jamais été roi. L'époux de la reine n'est pas le roi? Et non. L'époux de la reine n'est pas un roi, pas même un roi consort. Toute sa vie, il a été prince consort. Comme l'époux d'Élisabeth II, Philippe Mountbatten. Pareil, ce sont des princes consorts. Peut-être qu'elle le laissait jouer de temps en temps avec le sceptre ou faire yo-yo avec les diamants de la couronne, mais c'est tout. La couronne doit être sur la tête
d'une personne anglaise. Et son influence a été souvent diminuée par le Parlement, par le Parti libéral, et même parfois par la reine elle-même. Donc il a aucun poids pour l'histoire de l'Angleterre. Si, il a fait des choses, mais pas en tant que roi. Le prince Albert a participé à la grandeur de l'Angleterre puisqu'il est l'organisateur de l'exposition universelle à Londres en 1851, la toute première exposition universelle du monde. Il y a eu plus de 6 millions d'entrées pour découvrir les grandes inventions et découvertes botaniques et minéralogiques de l'Empire. Il a fait construire à cette occasion le Crystal Palace, une sorte d'immense verrière, mais Albert n'a pas vécu longtemps, il est mort en 1861 d'une fièvre typhoïde ou d'un cancer. La reine Victoria en fut éplorée, elle l'adorait, ils ont vécu très heureux, et en sa mémoire, elle fit construire l'Albert Memorial. C'est un petit bâtiment vertical et touchant qui commémore un amour brutalement interrompu dans le style néo-gothique de l'époque. À partir de ce jour, la reine Victoria ne portera que du noir. À côté de la reine, il y a le Parlement, monarchie parlementaire. À cette époque, c'est le Parlement qui a le véritable pouvoir. Le Parlement a 2 chambres. Une chambre des lords, dont les membres sont héréditaires ou nommés par le roi, et la chambre des communes, qui est élue au suffrage censitaire. Censitaire ? Soumis au paiement d'un cens. Ce sont les plus riches qui votent. On avait connu ça aussi en France sous la Restauration. Mais attention, l'électorat s'élargit décennie après décennie, le Parlement s'ouvre à des catégories de plus en plus grandes d'électeurs. Le Parlement est en voie de démocratisation à l'époque de la reine Victoria. Cette démocratisation sera achevée au moment de la Première Guerre mondiale. Et dans ce Parlement, il y a 2 partis principaux qui coexistent. Le Parti conservateur, surnommé les Tories, et le Parti libéral, surnommé les Whigs. Donc, Parti conservateur, Parti libéral. Comment est-ce qu'on peut les décrire? Déjà, ces mots de conservateur, de libéral, ce sont des mots un peu vagues, propres à la vie politique anglaise. Le Parti conservateur passe pour aristocratique. Ce sont les grands propriétaires fonciers qui sont Tories. Le Parti libéral, lui, passe pour plutôt bourgeois, proche des grands industriels. Le Parti conservateur soutient l'Empire britannique contre tous ses ennemis et toutes les séditions. En réalité, les 2 partis sont convaincus de la mission civilisatrice de la Grande-Bretagne dans le monde. Il y a surtout un point qu'il faut souligner, et c'est peut-être la différence la plus importante entre ces 2 partis. Le Parti conservateur est anglican. Ça, tu peux le retenir, c'est fondamental. Le Parti conservateur, pour moi, on ne devrait pas l'appeler comme ça, parce que conservateur, c'est un mot trompeur. En réalité, les conservateurs font plein de réformes, le mot de toute façon ne veut pas dire grand-chose. Le véritable nom du Parti conservateur, c'est le Parti anglican. Si on m'avait demandé à moi quel nom approprié devrait-on donner au Parti conservateur, j'aurais dit le Parti anglican. Parce que c'est vrai, ses membres sont tous de farouches défenseurs de l'anglicanisme. Ouais, non mais te fatigue pas, j'ai compris. Le Parti conservateur est le plus religieux. Il est plus en mode religion, les prêtres, les dogmes et tout. Et le Parti libéral, il est plus lâchez-nous un peu la grappe, quoi. Non, c'est pas ça du tout. Ben, si, tu me dis c'est anglican. Les 2 partis sont imprégnés de religion. Les Tories et les Whigs sont tous plongés dans un bain religieux. Simplement, du côté conservateur, c'est la religion instituée. Et du côté libéral, c'est la religion non instituée. Les religions sont toujours instituées. Mais bien sûr que non. La religion instituée en Angleterre, c'est l'anglicanisme. C'est une église dont le chef est le roi d'Angleterre. Elle a l'air un peu artificielle, cette église. Les raisons de son schisme sont triviales et non spirituelles. C'est le divorce d'Henri VIII qui a provoqué le schisme. Tu connais sûrement cette histoire. On imagine qu'une église doit avoir pour chef un religieux. Et là, on se retrouve avec un laïc. Bon, on en pense qu'on veut, ça fait partie, pour le coup, des traditions anglaises. C'est suffisamment anormal pour qu'on veuille se détacher de l'institution pour retrouver quelque chose de plus spirituel, de plus spontané. Les libéraux sont généralement non anglicans. Peut-être pour être plus précis, à l'époque victorienne, leurs chefs sont des anglicans de tendance calviniste, ce qu'on appelle la Low Church, et les suiveurs sont tout ce qui n'est pas anglican en Angleterre. En 1851, on a fait un recensement et les anglicans ne formaient que la moitié de la population en Angleterre. Le Parti libéral contient tous les autres, ce qu'on appelle the dissenters, les non-conformistes. Donc dans le Parti libéral, tu peux trouver des calvinistes,
des méthodistes, des baptistes, des quakers, parfois des non-croyants tout bonnement comme le philosophe John Stuart Mill, ou encore, bon là cas extrême, des catholiques. Le Parti libéral est plein de toutes ces choses-là. Mais attention, vraiment, dans l'immense majorité des cas, ce sont des gens pour qui la religion est très importante. Mais c'est une vieille question, est-ce que la religion c'est plutôt quelque chose d'institué qui a pour mission d'encadrer la société, ça serait plutôt le côté anglican, ou est-ce que la religion c'est un élan profond du cœur, quelque chose d'intime? Et là on est plutôt dans le côté des non-conformistes, the dissent. On est dans un monde anglo-saxon les amis, un monde dans lequel la religion est quand même toujours un peu en toile de fond. On comprend pourquoi la monarchie, elle, est plutôt proche du parti conservateur. Pourquoi? La réponse est très simple. Parce que la monarchie est la tête de l'Église, et donc le conservatoire des vertus morales et des rites éternels du Royaume-Uni depuis Henri VIII. L'Église anglicane nous paraît peut-être à nous un petit peu artificielle, mais si elle tient, c'est grâce au prestige de la couronne britannique, à laquelle elle est soumise. À l'époque de Victoria, il y a deux personnalités politiques majeures qui monopolisent les passions électorales et parlementaires. C'est Benjamin Disraeli, côté conservateur, et William Gladstone, côté libéral. Leurs disputes, leurs controverses sont typiques de la tradition parlementaire britannique. À la Chambre des communes, on se dispute, on crie, on parle en même temps, et c'est tout juste si on ne se prend pas par le collet. Pourquoi dit-on que l'Angleterre est libérale? Le mot libéral a plusieurs significations. C'est pas comme le socialisme, où on peut poser une définition simple, socialisation des moyens de production, et tout le reste en découle, on va dire, par doctrine. Non, le libéralisme, il y a un certain flou. Comment est-ce que tu éclaircirais ce concept? Je crois savoir. En fait, il faut distinguer le libéralisme politique et le libéralisme économique, surtout. Il faudrait déjà savoir lequel des deux est entendu quand on dit que l'Angleterre est libérale. Mais est-ce que les deux vont toujours ensemble? Non. Non, les deux ne vont pas toujours ensemble, apparemment. Et il se trouve que dans certains contextes, certains endroits, certains temps, libéralisme politique et libéralisme économique vont de pair. Et dans ce croisement, on trouve en premier lieu l'Angleterre, et tout particulièrement l'Angleterre victorienne. Je pense que je connais un peu. Liberté de réunion, liberté d'association, liberté de religion, liberté d'expression, liberté d'entreprendre. Tu es libre. Oui, alors t'es libre, mais t'es libre dans le sens où tu peux tout faire. C'est-à-dire que t'es libre... moi, je serais libre de voler mon voisin? Oui, mais là, tu causes du tort à autrui. Ah, ok. Donc, restons sur cette histoire de libéralisme politique. Ce libéralisme est inspiré par toute une plâtrée de grands penseurs. Et nous, on va retenir ceux qu'on appelle les utilitaristes, Jeremy Bentham et Stuart Mill. Le libéralisme politique, selon eux, il a bien une limite. Tu es libre tant que tu ne causes du tort à personne. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Stuart Mill appelle cela le harm principle, ou le principe de non-nuisance. T'as compris? Ouais, oui, c'est très facile à comprendre. Je suis même surpris que ce principe ait un nom. Oui, mais de tous les philosophes, Stuart Mill est le plus trivial. Quand on lit les utilitaristes anglais, Bentham et Stuart Mill, qui sont les philosophes majeurs du libéralisme politique anglais, on a souvent cette impression de trivialité. C'est normal. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de grands penseurs, mais c'est une impression de lecture qui en dit long sur leur façon de fonctionner. Ils se présentent comme des philosophes terre-à-terre. Ils sont souvent en guerre contre les grands systèmes d'idées, les fausses croyances qui prennent des noms trompeurs comme la religion, la morale, les droits de l'homme, parfois. Donc, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est la seule limite au libéralisme politique entendu selon les utilitaristes anglais. L'Angleterre victorienne est-elle libérale au sens politique? Réponse, oui. Déjà, est-ce qu'on peut être arrêté sur un coup de tête du monarque arbitraire? Oui, alors la liberté, on va dire la liberté physique, le droit de ne pas être emprisonné sans jugement, les Anglais ont la paternité de ce droit qui vient de l'habeas corpus de 1679 proclamé sous les Stuarts. Il y a la liberté de la presse? Liberté de la presse, oui. En 1836, la presse ne paye presque plus de droits de timbre, elle imprime littéralement
tout ce qu'elle veut sans être gênée par l'État. Et c'est un pays où, très tôt, les quotidiens et les gazettes rythment l'apprentissage de la politique par les électeurs. Et attendez, quand je dis que les journaux sont libres, ils sont libres dans la mesure où ils trouvent des lecteurs. Il n'est pas question de les subventionner. Vous savez qu'en France, il y a parfois des anomalies de ce genre. Évidemment, quand je parle de liberté de la presse, cela n'est absolument pas en débat. Tu es un journal, tu survis dans la mesure où tu as des lecteurs. Point. La liberté de la presse est bien sûr le nom politique et pratique que l'on donne à une autre liberté plus haute sans doute, la liberté d'expression. Il se trouve que le plus beau texte que j'ai lu à titre personnel sur la liberté d'expression a été, et ce n'est pas un hasard, écrit par un Anglais. Ce texte, c'est John Milton qui en est l'auteur, dans une époque particulièrement tourmentée, et je l'ai découvert dans une vidéo d'Egonon particulièrement intéressante et convaincante que je vous encourage d'ailleurs à visionner. La liberté syndicale ? Oui, les syndicats ou les trade unions sont autorisés depuis 1824, mais en fait ils sont autorisés, j'ai envie de dire pratiquement depuis toujours. Simplement, voilà, il y a eu une interruption pendant cette période de guerre contre la France pour des raisons en fait assez compréhensibles. Lever cette interdiction en 1824 a été très facile. Je rappelle qu'en France, les syndicats ou toute organisation de travailleurs, tout corps de métier, ont été interdits de 1791 jusqu'en 1884, pratiquement un siècle. Dans un pays libéral comme l'Angleterre, sauf période de guerre contre la France, les trade unions sont autorisés et en fait très puissants. Leur importance est en fait cruciale dans cette période de révolution industrielle. La liberté d'association et de réunion ? Association, réunion, hors sujet. Tous ces débats qu'on a eus en France sur le droit de réunion, sur le droit d'association, n'ont pas lieu en Angleterre. Donc il n'y a pas forcément cette espèce de peur de la rue. Et la liberté de religion ? La liberté de religion, c'est un peu plus délicat. On pense évidemment au cas des catholiques, qui ont été vraiment persécutés. Ils ont été vus comme des ennemis de l'État. Donc là, bon, c'est le poids de l'histoire. Mais en 1829, les catholiques sont émancipés. D'ailleurs, c'est le nationaliste irlandais, O'Connell, qui a fait beaucoup pour permettre à cette loi de passer, puisque les Irlandais, comme vous le savez, sont catholiques. Bah ouais, ça coche toutes les cases. Oui, et l'Angleterre correspond à tout ce qu'on peut attendre d'un pays libéral. C'est un pays où l'État n'a pas l'habitude de donner des interdictions par voie légale. C'est un pays de common law, c'est ça que ça veut dire, la common law, c'est la jurisprudence. Donc ça veut dire que ce sont des pays où il y a une cour suprême qui va rendre des arrêts. L'Angleterre est libérale aussi parce qu'elle abrite les plus grands philosophes libéraux. C'est la nation des empiristes anglais. L'école de John Locke, de David Hume, de Jeremy Bentham, de John Stuart Mill. C'est-à-dire de philosophes qui sont très importants dans l'histoire de la pensée et qui sont des philosophes plutôt pragmatiques, pour qui on n'interdit rien sauf si vraiment c'est nécessaire, sauf si ça cause du tort. D'un point de vue du régime aussi, le monarque a juré de respecter les libertés fondamentales des sujets, la Magna Carta, mais aussi et surtout le Bill of Rights de 1689 à l'époque du roi Guillaume d'Orange. Si le roi ne respecte pas les libertés, il lui arrivera ce qui est arrivé à Jacques II ou à Charles Ier. Le premier s'est fait jarter et son père a été décapité. Ce libéralisme politique, il a eu parfois aussi un visage un peu déroutant. Disons que c'est un peu le jeu de la vie. Tu es libre, ok, you're free my friend, but si tu fais des conneries, tant pis pour toi. Ouais, c'est très responsabilisant. Donc, si vous avez des tares, si vous avez du mal à vous affirmer, si vous avez du mal à mener à bien vos projets, à gagner votre pain vous-même, eh bien, vous serez plus malheureux dans le monde libéral anglo-saxon que dans un État traditionnellement fort comme la France. Ouais, c'est les anglo-saxons, ouais. Et c'est le moment ici de parler des poor laws. Les invalides, les vieillards, mais aussi les chômeurs peuvent percevoir une toute petite pension et si jamais ils ne trouvent pas de logement, ils sont invités à se rapprocher des maisons de travail, les workhouses, où on les hébergeait et où on leur donnait du travail à faire. Et qui paie ? C'est financé par des impôts paroissiaux, toujours dans un esprit libéral, parce que les libéraux, ils préfèrent que ce soit les municipalités qui s'occupent directement de ce genre de choses plutôt que l'État. Donc les paroisses, en fait, jouent ici le rôle de
de pouvoirs locaux, de municipalités, collectivités territoriales. A priori, c'était une bonne initiative, non? Je comprends pas trop où est le problème pour toi. C'était pour aider les pauvres. Oui, c'est pas mal. Bon, le travail consistait surtout à casser des cailloux, broyer des os pour en faire du fertilisant. Et les rations étaient misérables. Le travail extrêmement pénible. Il y a tout un tas de scandales de malnutrition au XIXe siècle liés aux workhouses. C'est-à-dire de locataires qui ne pouvaient littéralement plus avoir de quoi manger à leur faim. Oui, bon d'accord, il y a peut-être un problème de mauvaise gestion, mais la loi elle-même, c'était pas idiot. Alors je vois ce que tu veux me dire. Tu veux me dire que la loi n'était pas idiote, qu'elle a peut-être été mal appliquée, etc. Non, en fait, je crois que le problème, ce qui était souvent reproché à ces établissements, c'était un problème d'ordre philosophique. Ces établissements vont accueillir des chômeurs, des invalides, donc des gens non responsables. Il faut décourager les gens de vivre au crochet de la société. Si tu pousses la logique à fond, il faut que le travail le plus minable de la société civile soit toujours préférable au meilleur travail qui peut exister dans une workhouse, pour pousser les gens à se prendre en main, à en sortir et à se débrouiller ailleurs. Partant de cette logique, on a parfois l'impression que les commissaires des poor laws ont surtout pour mission de rendre ces endroits les plus épouvantables possibles. D'où la nourriture abominable, la crasse objective, les conditions de travail pourries et zéro effort de la part de l'administration. Donc il y avait dans la société victorienne une tendance à te culpabiliser de bénéficier des services de l'État. C'est un peu le revers du système. Ouais, on va t'aider l'animal, mais t'attends pas à un club med. Les poor laws, il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'il y avait des poor laws avant qui remontaient à Henri VIII. En 1834, il y a eu une nouvelle loi sur les poor laws qui est très importante et qui est dans la même démarche, qui va simplement poursuivre ce mouvement. Mais cette loi de 1834, on l'a dit, vraiment inspirée par les philosophes libéraux, inspirée en particulier par Jeremy Bentham. Soit dit en passant, ce même Jeremy Bentham qui était tellement utilitariste, qui voulait être utile jusqu'à la fin de sa vie, et même dans sa mort, il voulait donner son corps à la science, et son corps est d'ailleurs aujourd'hui momifié dans l'université de Londres. Donc une loi qui serait inspirée par les libéraux et par Bentham. Dans l'esprit de Bentham, déjà, ce genre d'institutions, les workhouses, ne doivent pas concurrencer le marché du travail. Et ensuite, il y a une sorte d'éducation à la responsabilité. Et ce genre d'institution doit donc façonner le comportement des individus. Il y a dans les workhouses une austérité délibérée, pour ne pas dire une misère délibérée. Mais pourquoi tous ces problèmes ne se sont pas posés ailleurs? En France, en Europe? En fait, en France, il y avait de la misère, mais il y avait aussi beaucoup d'hospices et d'œuvres de charité tenues par des religieuses ou des religieux. Je rappelle qu'il y a eu les guerres de religion, les amis. Il y a eu Henri VIII qui est passé par là, il a détruit, il s'est accaparé tous les monastères. On se moque souvent des guerres de religion en disant que ce sont des guerres absurdes. Mais il y avait des implications sociales. Parce que les guerres de religion, ça veut dire quoi? C'est la guerre aux religieux, aux couvents. Ah oui, d'un point de vue social, quel est le premier changement que vous allez voir dans le monde catholique et dans le monde protestant? L'absence des couvents qui avaient un rôle dans la structuration de la société. Bon. Donc plus de couvents, plus de religieux, il n'y a plus cette abomination papiste en fait, et donc c'était maintenant à l'État d'endosser un travail de pacification sociale qui était fait avant par des religieuses, qui certainement faisaient du mieux qu'elles pouvaient et qui n'avaient pas toute cette arrière-pensée de responsabilisation des gens dont elles s'occupaient. Donc le problème du libéralisme, c'est que dans l'ensemble, l'État fait bien des choses, mais il les fait un peu à contre-cœur. Et donc il les fait mal. On a vu l'exemple des poor laws, on peut aussi parler un petit peu de l'éducation. Tu sais que les États modernes, tels qu'ils s'imposent en France et en Allemagne au 19e, prennent en charge l'éducation. En Angleterre, il y a un blocage. Les hommes d'État britanniques de l'époque victorienne avaient du mal à concevoir une éducation de masse, obligatoire, gratuite et laïque. Il n'y a pas un Jules Ferry anglais? Ça n'existe pas, un Jules Ferry anglais. C'est un oxymore. Je ne vois pas l'Angleterre produire des hommes de la trempe d'un Jules Ferry. L'éducation de masse, tous Disraeli, Gladstone en parlent à demi-mot. Ils sentent bien que l'Angleterre a une éducation mauvaise, à la traîne. Elle prend du retard sur ses voisins, vraiment. Gladstone, il était Premier ministre quand l'Allemagne bismarckienne a terrassé la France, 1870, grâce notamment à son modèle d'État dirigiste, social et éducateur. Il voit bien que ça marche. Mais les Anglais, c'est pas dans leur philosophie. Là-bas, en Angleterre, ce sont des écoles
privées payantes qui émanent soit du clergé, les grammar schools, c'est très souvent le cas, soit d'initiatives privées ou communales, ou confessionnelles, non conformistes, mais dans tous les cas, l'État ne chapeaute pas l'éducation pour l'uniformiser. Et même quand l'Angleterre a fini par se dire « Ok, j'y vais », je le fais, elle a eu énormément de soucis sur cette question de l'éducation. À cause de l'opposition entre l'Église instituée et l'Église non instituée. On en revient sur un thème dont j'ai déjà parlé. Il y a les anglicans, il y a les dissenters. Ils sont tous chrétiens, d'accord, donc il y aura du catéchisme. De toute façon, il y aura du catéchisme, mais quel catéchisme? Anglican, avec l'apprentissage des rites et le respect du clergé? Ou calvinistes, avec leur dépouillement vestimentaire, leur puritanisme moral? Et est-ce qu'on va ouvrir un peu les réflexions sur la myriade d'autres courants du protestantisme? Bon, en 1870, pour la première fois, William Gladstone, donc l'un des deux grands ténors du Parlement anglais victorien, un homme important du Parti libéral, à contre-cœur, là encore à contre-cœur, après avoir refusé un certain nombre de projets conservateurs jugés trop anglicans, il fait un réseau d'écoles publiques nationales pour les enfants. Mais il faut attendre plusieurs décennies avant que le système devienne gratuit et obligatoire. Et il ne sera jamais laïque. Donc ça, c'est le libéralisme politique. Mais sinon, il y a le libéralisme économique. Qui est une chose différente. Oui, mais les gens confondent, à tort. Le libéralisme économique, il est plutôt de droite, alors que le libéralisme politique est plutôt de gauche. Libéralisme économique de droite, libéralisme politique de gauche. Alors, de toutes les façons qui existent de parler politique, celle-ci est sans doute la plus vulgaire. La classe politique anglaise était-elle de droite ou de gauche? Mais j'en ai aucune idée, moi. Tu les appelles comme tu veux. Ce que je sais, c'est qu'ils étaient les deux. Ils étaient les deux en permanence. Et ils n'étaient pas écartelés. Du tout. Au contraire, ces deux libéralismes faisaient un très beau mariage d'idées. C'était des gens pour qui tu peux leur parler de la monarchie absolue, ils comprennent pas ce que c'est. Ils comprennent pas. Tu peux leur parler de l'éducation laïque à la Jules Ferry, ils ne comprendront pas ce que c'est. Tu peux leur parler de notre manie en France de subventionner tous les journaux. Pour eux, c'est une aberration totale. Voilà. Ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, il y a une philosophie de base qui est celle de centrer la société sur l'individu et non sur l'État. Souvent, quand on dit que l'Angleterre victorienne est libérale, en fait, on fait référence à une date historique, 1846, qui est après tout la date la plus importante de tout le règne de la reine Victoria, l'abolition des Corn Laws. J'imagine que vous en avez entendu parler. Vous n'avez pas entendu parler. Mais quand cesserez-vous de me décevoir? 1846, date fondamentale, l'Angleterre se lance résolument sur le chemin du libéralisme économique et elle ne reviendra jamais en arrière vraiment. C'est une décision du Premier ministre Robert Peel, un conservateur qui se rallie à des opinions libérales contre son propre camp. Robert Peel n'est pas à l'origine de la loi, mais il s'y est rallié parce qu'il n'avait pas le choix. Il a cédé, en fait, devant des économistes, devant l'école classique de l'économie. Alors Smith et Ricardo. Je me souviens de leur nom, on t'en avait parlé dans la série sur Marx, sur la chaîne privée. Oui. Et même s'ils n'étaient plus en vie en 1846, c'est bien leur école dont on parle. Mais quel est leur système? Ils viennent de Grande-Bretagne, ces deux-là. Adam Smith était écossais, David Ricardo était anglais. Leur influence a été considérable. Une influence sans doute centrale sur l'émergence de la science économique, et au-delà de la science nouvelle dont ils ont écrit les développements, ils ont une occupation politique, demander à l'État de se désengager de l'économie. Ils sont hostiles à tout ce qui freine le commerce. Qu'est-ce qui freine le commerce? Les freins des camions qui transportent des trucs. Oui, mais encore? Mais les gens qui font arrêter les camions qui transportent des trucs. On se rapproche. Qui bloque la circulation des marchandises? Les écolos. Les douaniers. Non, les douaniers, pardon, les douaniers. Donc les libéraux veulent les supprimer. Ah, et donc ils veulent supprimer les douaniers. Supprimer les douanes. Déjà, supprimer les douaniers, on va éviter d'en arriver là quand même, mais au moins supprimer tous ces tarifs douaniers qui grèvent la circulation. Et plus généralement, un bon libéral fait en sorte que la fiscalité soit plutôt directe et non indirecte. Entre l'impôt sur le revenu et la TVA,
Le libéral, il préfère l'impôt sur le revenu. Parce que la TVA, elle est un frein au commerce. Elle perturbe le contrat de vente. Elle risquerait de fausser le prix, de fausser l'information dont le prix est porteur. Parce que chez les libéraux, hein, dans leur science économique, tout prix est porteur d'une information sur le produit. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, je précise qu'avant que les libéraux ne s'imposent en Angleterre, donc au XVIIe, au XVIIIe, il en allait bien différemment. La taxe principale était une accise, the excise tax, autrement dit, un impôt indirect. Avec les libéraux, les choses changent. Les impôts indirects sont mal vus, sauf s'ils représentent une sorte de punition. L'impôt indirect est alors toléré s'il a une vertu éducative, un encouragement à la responsabilité individuelle. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'on taxait volontiers ce qu'on jugeait contraire à l'hygiène et à la religion. L'alcool, les bières, et pourquoi pas le tabac. Mais ce libéralisme, il apparaît d'un coup comme ça en 1846. Mais comment ça se fait? C'est une vaste question. Keynes disait « Ricardo conquit l'Angleterre aussi complètement que la Sainte Inquisition l'Espagne ». Donc je ne sais pas si ils ont eu raison, mais en tout cas, leur victoire a été complète. Leurs contradicteurs se sont couchés à Westminster. Contextualisons. À l'origine, en Grande-Bretagne, au XIXe siècle, les céréales d'importation sont frappées par des lois, les Corn Laws. Ces lois avaient été écrites par les élites traditionnelles anglaises, les grands propriétaires fonciers, des gens qui sont souvent des lords, des anglicans, des Tories, des conservateurs. Mais elles avaient été aussi écrites dans l'intérêt des fermiers et des ouvriers agricoles. Tous ces gens voulaient que le prix du blé soit haut. C'est normal, c'est eux qui le produisent. Donc, ils voulaient que les consommateurs payent plutôt cher pour le blé. Les Corn Laws disaient que si le prix du blé passe en dessous d'un certain niveau, s'il passe en dessous d'un seuil de 80 shillings le quarter, autrement dit si le blé atteint des niveaux qui remettent en cause le profit des lords et des fermiers, toute importation de blé est interdite. Ainsi, si le blé étranger fait chuter les prix par concurrence, les producteurs anglais se réservent le monopole du marché. Ah mais c'est pas des douanes ça. Non, c'est de l'interdiction. Là, on est sur du protectionnisme, et même du protectionnisme assez dur. Plus que de simples douanes, il s'agit d'empêcher l'importation de blé dans des conditions défavorables. Ils veulent créer des famines, c'est ça? Mais c'est ce que les libéraux ont dit. Pour Ricardo, il y a un avantage économique à se spécialiser dans un domaine. On domine son marché, par exemple le marché textile, et puis pour le reste, par exemple pour le blé ou pour d'autres produits, on va se fournir à l'étranger. Et ça, c'est avantageux économiquement, loi des avantages comparatifs. Dans l'exemple illustratif classique, l'Angleterre doit se spécialiser dans la laine pour en vendre au Portugal, et le Portugal se spécialisera dans le Porto et en vendra à l'Angleterre. C'est donnant-donnant, le libre-échange. Et en plus, argument moral, ça favorise la paix entre les États en les rendant interdépendants. Parce qu'il est bien connu que les commerçants n'aiment pas la guerre. Ricardo, Cobden, etc. n'ont pas arrêté de pester contre les Corn Laws, qui, selon eux, 1. Donnaient des revenus trop élevés à une aristocratie conservatrice, 2. Confisquent aux consommateurs un argent qui aurait pu être dépensé pour acheter des biens industriels que l'Angleterre est en train de produire à foison, 3. À trop empêcher l'importation, si ça se trouve, on va finir par créer des disettes. Donc ils avaient pas mal d'arguments, et ces arguments n'ont pas réussi à faire bouger un cil des conservateurs. Jusque dans les années 1840, c'est la famine de la pomme de terre en Irlande. Le mildiou ravage l'île voisine. Les Irlandais sont affamés, et ils remarquent qu'ils ne peuvent pas acheter plus de blé que n'en produit l'Angleterre à cause de l'interdiction. C'est un scandale. Les Corn Laws ont aggravé la famine. De grands débats ont lieu alors à la Chambre. Les partisans du libre-échange disent « Voilà la preuve que le protectionnisme est néfaste pour le peuple. S'il n'y avait pas eu les Corn Laws, le blé serait importé à bon marché et on ne mourrait pas de faim cette année. » L'argument a dû être très dur à encaisser. Les conservateurs vivent une sorte de choc moral. Robert Peel, le premier ministre conservateur, un homme qui sans doute est plutôt honnête et s'efforçait d'être objectif, harassé par sa conscience, finit par changer de camp et procède à l'abolition des Corn Laws. C'est le grand tournant libre-échangiste de 1846. Et il déclare à la tribune « Soyons honnêtes, ce que nous abolissons aujourd'hui, nous ne le rétablirons jamais. » Prédiction exacte.
Par la suite, l'Angleterre se rallie complètement au libre-échange, sur tous les plans, y compris sur le plan industriel. Les colonies sont libres de commercer avec qui elles veulent, pas seulement la métropole. N'importe qui peut acheter ou vendre au Royaume-Uni, c'est un libéralisme économique à la grande joie des députés du Parti libéral. Et le Parti conservateur? Le Parti conservateur, il a pris un coup là, il est un peu sonné. Ils abandonnent le sujet, ils se dédouanent complètement, c'est le cas de le dire, et pour ainsi dire, ils n'en parlent plus. Mais ils sont tombés dans un certain discrédit. Le parti s'effondre, hein, tous les chefs font défection, il ne reste plus pour le diriger qu'un juif bavard que personne n'avait remarqué jusqu'ici, le fameux Benjamin Disraeli. Et plus tard, lorsque Disraeli redresse le parti conservateur, il refuse d'aborder le sujet du libre-échange. Alors qu'il l'avait combattu dans sa jeunesse à l'époque. La protection pour lui, il le disait dans les couloirs, « Not only dead, but damned ». Les tarifs ne sont pas seulement morts, ils sont damnés. Bon, c'est un peu compliqué dans ma tête là, parce que jusqu'ici on m'avait expliqué que c'était les libéraux qui étaient des privilégiés bourgeois qui exploitent le peuple, et là j'ai l'impression que c'est l'inverse, donc je comprends plus trop. Non mais ça c'est pas un paradoxe, c'est juste qu'à force de moraliser les choses, on finit par ne plus rien comprendre. Si tu es à la tête d'un État, les frontières, soit tu les tarifies, soit tu ne les tarifies pas. Mais il va falloir de toute façon faire un choix. Admettons que chaque choix ait une certaine logique, dans le cas de l'Angleterre. Une protection, ça avantage le producteur anglais et ça pénalise le consommateur anglais. Le libre-échange, ça avantage le consommateur anglais et ça pénalise le producteur anglais. Maintenant, ces histoires de qui exploite le peuple, autrement dit, qui est dans le bon camp et qui est dans le mauvais camp, c'est des histoires très relatives. Parce que le peuple, le fameux peuple, celui duquel il faut toujours se réclamer si on veut être dans le camp de la vertu, eh bien, le peuple, il est quand même partie prenante des deux côtés. Dans le domaine agricole, le peuple, c'est les paysans qui participent à la production. Et puis dans les villes, il y a les citadins, qui eux sont les consommateurs, qui participent à la consommation. C'est pas moi qui vais te dire lequel de ces deux peuples est le bon. J'imagine qu'il faut penser aux deux. C'est vrai que les équilibres démographiques vont beaucoup influencer le cours des choses. Dans le Royaume-Uni au XIXe siècle, les villes connaissent une forte croissance. On va vers une transition urbaine. Donc plus le temps passe, plus le peuple se place dans la catégorie et dans les intérêts du consommateur et non du producteur. Donc la transition urbaine, vous savez, c'est quand une majorité du peuple est citadin. En France, c'est arrivé beaucoup plus tard. Nous, ça nous est arrivé en 1931, hein, si ma mémoire est bonne. Bon, en Angleterre, c'était dans les années 1850. L'Angleterre est très en avance sur ce plan. Eh bien, cette transition urbaine, elle avantage le tournant libre-échangiste. Maintenant, je vais te raconter la suite de l'histoire. 1846 passe. Le blé se retrouve maintenant sans aucune protection vis-à-vis de la concurrence. Ni celle de l'Empire, ni celle de l'étranger. Est-ce que c'est grave? Apparemment non, parce que pendant 30 ans environ, l'agriculture britannique, très performante, ne va subir aucun bouleversement majeur. Puis, dans les années 1870, c'est l'effondrement. Pourquoi? Parce que de nouveaux pays exportateurs arrivent sur le marché international. C'est la Russie, ce sont les États-Unis, c'est l'Argentine. Tous ces nouveaux acteurs perturbent l'agriculture mondiale et surtout européenne. Les cartes sont redistribuées. Pour l'Europe, c'est une mauvaise nouvelle. Nous vivons la crise agricole de la fin du 19e. En particulier, devant ce blé pas cher et de bonne qualité, l'agriculture britannique connaît un effondrement sans pareil. Le blé anglais n'a plus aucune valeur. C'est la fin de la paysannerie en Grande-Bretagne. Mais que va devenir le monde agricole? Les campagnes se vident. Les ouvriers agricoles vont devoir changer de métier, aller en ville et regarnir l'armée des prolétaires anglais. Les propriétaires fonciers, les grands aristocrates, perdent leurs revenus, et donc de leur influence, et donc de leur pouvoir. C'est pas un hasard si la Chambre des Lords a de moins en moins de poids en politique et finit par se soumettre aux communes en 1911. Et eux, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir tenir? Ils se mettent eux aussi à investir dans l'industrie. Les ouvriers agricoles sont embauchés en usine. Ok. Les propriétaires fonciers misent sur l'industrie. Ok. Et les fermiers, eux? Les fermiers, notamment les petits fermiers, ce sont ceux qui souffrent le plus de la catastrophe. Eux, ils peuvent pas bouger, ils ont une attache très forte au territoire qu'ils cultivent depuis des générations, donc ils sont obligés de se reconvertir. Mais dans quoi? Dans des produits différents, la viande, le lait, les œufs, les primeurs, les vergers, les maraîchages. Ça sera un changement définitif pour eux, il n'y aura pas de retour en arrière, ils vont devoir s'adapter.
En 1850, l'agriculture, c'est 20% du produit intérieur anglais, et en 1901, c'est même pas 6%. Cette période est souvent mentionnée par les grands auteurs britanniques, Thomas Hardy, entre autres, parce que l'Angleterre qu'ils trouvaient belle, l'Angleterre des chemins vicinaux, des petites routes, des saules pleureurs, de la verdure, des beaux arbres, la belle campagne anglaise, que vous pouvez voir dans pas mal de films, se retrouve un peu vidée de son utilité et livrée à l'étalement inéluctable des villes, des affreuses villes industrielles charbonneuses. L'historien Trevelyan disait que c'était la victoire définitive de la laideur sur la beauté dans cette Angleterre moderne. En fait, le libéralisme économique a sabordé l'agriculture. Oui, et ce sabordage est resté une blessure pour les conservateurs parce qu'il a causé un tort que l'on peut considérer comme irréparable sur le peuple anglais, sa rusticité, ses paysages, son lien à la terre. Parce que pour faire nation, on a besoin malgré tout de ne pas rompre totalement le lien à la terre. Les Anglais ont été les premiers à se mettre à vivre sur un support stérile, à marcher sur des revêtements de route et ainsi perdre un certain contact avec la nature. Mais jamais ils vont essayer de revenir en arrière. Eh bien, justement, en 1903, début XXe siècle, Joseph Chamberlain, autre grande figure du conservatisme anglais, tente de revenir aux tarifs douaniers. C'était au lendemain de la mort de Victoria. Ah mais comment faire? On peut plus faire reculer la ville, c'est compliqué, si les campagnes sont mortes. Certes, Chamberlain, il est chagriné par la situation et il ne peut pas ressusciter l'agriculture britannique. Mais à défaut de le faire, il voudrait au moins protéger l'agriculture des colonies britanniques. Et donc il propose des tarifs pour l'Empire. C'est pour ça qu'il est très impérialiste. C'est parce que il se dit que dans l'Empire, on pourra retrouver cette complémentarité économique qu'on a perdue désormais en ce qui concerne notre île. Cette entreprise s'est avérée impossible. Pourquoi? À cause des électeurs. L'Angleterre devient démocratique. Or, une mesure tarifaire est toujours synonyme de hausse des prix. Les ouvriers anglais, qui sont des consommateurs de céréales, qui ont bénéficié de prix bas, ne laisseraient pas Chamberlain détruire leur pouvoir d'achat. Chamberlain fait de grandes et belles tirades sur l'Empire britannique éternel. C'est très beau, mais le peuple ne veut pas qu'on touche à son porte-monnaie. Conclusion, l'Angleterre, a priori, ne redeviendra jamais comme avant. Revenons à notre reine Victoria qui coule des jours paisibles et amoureux avec son prince allemand. Ils ont eu une belle frayeur le 2 décembre 1851. Ce jour-là, une mauvaise nouvelle est arrivée de Paris. Il y a un coup d'état, non? Coup d'état du prince Louis-Napoléon? Pour tout le monde en Angleterre, le nom de Napoléon fait un très mauvais effet. Albert et Victoria sont scandalisés. Ça sera un nouveau Napoléon qui va envahir à nouveau l'Europe et faire périr à nouveau hommes et chevaux dans une Russie enneigée. L'histoire se répète. Sacré nom de Dieu, c'est terrible. Les années passent et ils s'aperçoivent qu'il n'en est rien. Personnellement, j'ai toujours pensé que si un jour il fallait créer une émission qui s'appellerait « Le dictateur préféré des Français », Napoléon III gagnerait haut la main. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il a quelque chose de sympathique, ce bonhomme, et on s'y attache facilement. Et Victoria se laisse séduire comme tout le monde. Rapidement, il devient évident que Napoléon III n'a aucun grief contre l'Angleterre. C'est en fait une alliance, au contraire, qui se noue entre les deux pays, pour ne pas dire une amitié. Cette amitié se fait en 3 temps. La guerre de Crimée, ensuite le traité Cobden-Chevalier, et enfin l'accueil de l'empereur déchu en Grande-Bretagne. Donc si vous voulez bien, là, ici, on va parler un petit peu de la France, mais avec l'œil perfide de l'anglais. L'Angleterre a tenté de convertir la France au libre-échange. Elle a tenté à 2 reprises. Il y a eu une première expérience de 8 ans à peu près, c'est-à-dire la période qui est antérieure à la Révolution française. C'était en 1786, le traité Eden-Renval. Ça a été un désastre complet. Et puis, une deuxième expérience en 1860. Donc, une période de libre-échange, ou plutôt d'abaissement tarifaire, qui va durer 32 ans. Pendant 32 ans, jusqu'au tarif Méline, 1892, la France est libre-échangiste, contrairement à sa tradition protectionniste. Elle est libre-échangiste avec l'Angleterre et ensuite elle étend cette politique à d'autres pays. C'est l'empire libéral. Donc ils n'ont pas eu assez de saborder leur agriculture, ils ont voulu aussi saborder la nôtre.
Bah, c'est pas aussi automatique que ça. En 1860, l'agriculture anglaise n'est pas encore sabordée. Il faut attendre 15 ans. Donc le libre-échange, c'est pas tellement un virus qui voudrait nous faire choper, mais effectivement, ça va nous mettre dans une situation délicate, exposée aux aléas de l'économie britannique et internationale. Bon, après, au moins, c'est une expérience. On va pouvoir juger de ce que ça vaut. Quel est notre verdict? Bien, c'est toujours compliqué ce genre de sujet. Les libéraux trouvent que le traité a été une merveille et les souverainistes disent qu'il a été un désastre. En soi, le traité a été bon pour le commerce du vin français et des produits d'élevage, les pots, les laitages, les fromages, etc. Et il a permis à un secteur fort, comme la minette lorraine, le minerai de fer lorrain, d'être à long terme stimulé par la concurrence anglaise. La concurrence, ça stimule. Il faut se dire que le libre-échange a un effet stimulant et formateur. Surtout si déjà en amont tu as une industrie qui a une bonne logistique, mais quelques lacunes techniques, le libre-échange peut t'aider à te mettre au niveau par rapport à tes concurrents. Mais il faut aussi dire ce qui est, cette liberté du commerce, quand elle détruit un secteur, elle fait mal. Le traité a été mauvais pour un peu tout le reste en France, et surtout pour l'agriculture, qui s'est retrouvée en crise complète, a priori parce que la France ne se protégeait pas assez contre les nouveaux grands producteurs de blé mondiaux, États-Unis, Russie notamment. Donc, crise agricole à la fin du 19e siècle, on peut penser que c'est en partie à cause du libre-échange, même s'il y a certains libéraux qui vous diront que ce n'est pas le cas. Moi, je pense que ça a quand même contribué. Le traité a été aussi globalement mauvais pour notre industrie textile, avec des hauts et des bas, et surtout mauvaise pour les ports et pour la marine marchande, après la disparition des taxes de pavillon. L'intercourse entre la France et l'Angleterre, c'est-à-dire les bateaux qui transportent des marchandises de l'un à l'autre, l'intercourse a été dominée par le pavillon britannique. C'était essentiellement des bateaux britanniques, après 1860. Donc finalement, c'est notre marine marchande qui n'a pas été à la hauteur pendant la durée du traité. Bref, notre expérience du libre-échange a été plutôt mauvaise. Et c'est normal, parce que le libre-échange avantage toujours les plus forts. Et c'est peut-être la critique la plus forte qu'on peut faire contre ce libéralisme économique, c'est que le libre-échange est l'idéologie du fort qui a développé une industrie dominante pendant une période de protection douanière antérieure. Il y a une hypocrisie quand même. Et qui veut s'accaparer maintenant des marchés plus vastes, ailleurs que sur son sol. Et l'avenir accrédite finalement cette thèse. L'Allemagne, elle, n'a jamais été dupe. Elle a profité de sa protection. Je rappelle que l'Allemagne a un régime de protection douanière qui s'appelle le Zollverein pour développer son industrie et pour dépasser l'Angleterre. D'où cette espèce de panique qu'il y a chez les Anglais au début du XXe siècle et qui va les entraîner dans la Première Guerre mondiale. Donc le traité Cobden-Chevalier peut être une arnaque. En tout cas, une application pas très convaincante des théories libérales de l'époque. Les tarifs peuvent protéger contre les industries voisines puissantes? Oui. Et notamment contre des pays malhonnêtes. Malhonnêtes? Comment ça? Pense à la plateforme Temu, par exemple. Imagine que tu achètes sur Temu un gadget en toc à 99 centimes. Imaginons que le prix de fabrication est en fait plus élevé. Qu'est-ce que tu en déduis? Ça voudrait dire que la plateforme vendrait à perte, qu'elle essaierait de tuer le marché, et que pour chaque déficit, c'est le Parti communiste chinois qui paierait la différence. En quelque sorte, la Chine serait en train de nous démolir en soudoyant les consommateurs. Ce serait techniquement possible. Oui, ce serait de la malhonnêteté. Ouais, intéressant, ouais. Mais j'ai une question, c'est le cas? De quoi? Que la Chine s'endette pour nous zigouiller économiquement? Mais non, mais pas du tout. Enfin, c'était juste pour l'exemple. Ah, j'ai eu un coup de stress. La Chine est un partenaire de confiance, tu le sais bien. La Chine est notre ami. Si Temu est aussi peu cher, c'est peut-être juste parce que elle oublie de payer les Ouïghours qui travaillent dans leur camp d'internement. C'est peut-être juste ça. De toute façon, pourquoi elle ferait ça? C'est pas comme si, je sais pas, au 19e, l'Angleterre victorienne aurait, je sais pas, inondé elle aussi son marché d'opium par une politique de libéralisme forcé et qu'elle voudrait aujourd'hui se venger pour nous rendre l'appareil. Mais du coup, tu me dis que les tarifs pourraient servir à se protéger contre des acteurs malhonnêtes théoriques. Mais les Anglais du 19e siècle, ils y ont pas pensé au moment où ils ont passé leur loi libérale? Ça leur est pas passé par la tête? Est-ce que les Anglais ont pensé qu'il pourrait exister sur le marché mondial des acteurs ultra agressifs qui profiteraient du libre-échange pour attaquer les industries du monde entier? Bonne question. Moi, je pense... Alors d'abord, il est clair que Ricardo était sincère et que pour lui,
même s'il y avait des effets pervers possibles, s'il fallait faire le bilan à la fin, ce serait quand même positif en faveur du libre-échange. Ricardo était sincère. Après, pour les politiques qui adoptent ces politiques libérales, on se doute qu'ils anticipent ce genre de choses, hein, parce que c'est des réflexes politiques. Est-ce que les Anglais du 19e n'ont pas pensé qu'il y avait des risques? La réponse est oui, ils y ont pensé, mais pour eux, à l'époque, ils avaient plus de chances d'être dans la position de l'agresseur que de l'agressé. Donc le protectionnisme, ça a ses avantages, et on comprend pourquoi quelqu'un comme Trump, par exemple, veut y revenir. Attention à savoir rester aussi délicat. Trop de tarifs, il ne s'agit pas de s'enfermer dans une cage non plus. Il ne faudrait pas bloquer l'importation des technologies nouvelles, par exemple. Bloquer les importations de machines qui seraient indispensables pour développer son industrie. Ça aussi, ça peut être un piège. Certains politiciens protectionnistes, et là, je pense pas à Trump, hein, parce que Trump, je n'ai pas étudié. Non, je pense à des gens comme Salazar au Portugal ou l'Amérique latine. Certaines politiques protectionnistes ont eu parfois des effets pervers aussi. En fait, il y a un équilibre à trouver entre autarcie et libre-échange. Il faut rester souple. Il faut se dire que certains secteurs peuvent être soumis à libre concurrence, d'autres ne le doivent pas. Il faut se garder de tout dogmatisme, à mon avis, dans ce genre de sujet. À l'époque victorienne, les libéraux pensaient le libre-échange comme une absolue nécessité pour construire l'avenir de l'Angleterre et l'avenir du monde. C'était, pour la pensée, le premier jet d'une mécanique de la mondialisation. C'est un nouveau monde qui se dessinait alors, dans lequel le jeu de la libre concurrence mettait chaque nation dans une dépendance vis-à-vis de toutes les autres, puisque chacune se sera spécialisée dans les secteurs où elle est la plus compétitive. L'argument libéral par excellence pour justifier cette ambition est la loi des avantages comparatifs, que l'on trouve dans le traité de David Ricardo de 1817. Si je me spécialise dans une activité difficile, complexe, c'est-à-dire une filière ou une industrie, et si je ne fais plus que ça, le reste du monde me jugera indispensable. Il me paiera et je pourrai acheter tout ce que je ne sais pas faire, donc tout le reste, dans le grand supermarché du monde. On aura remarqué qu'une société saine fonctionne effectivement à peu de choses près comme cela, la mise en commun des fruits du travail. L'idée des libéraux est d'élargir ce principe de bon sens aux relations internationales, tout simplement. Effectivement, il est toujours bon pour un pays de se spécialiser dans au moins certains domaines, et lorsqu'on est bon, ou très bon, cela n'aurait pas de sens de se cantonner au marché intérieur. Et certains pays doivent leur équilibre politique à une culture d'exportation, par exemple. Cependant, le libre-échange, même vécu dans la paix, crée une interdépendance croissante, dont les liens ne cessent pas de se resserrer année après année. Par conséquent, elle place les États dans une forme de faiblesse, qui pourrait être exploitée par des États ennemis ou des firmes multinationales, dont l'honnêteté n'est pas toujours la règle. On devient rapidement pieds et poings liés, surtout si on s'est converti à cette religion du marché avant d'avoir pris soin de développer quelques atouts pendant le temps où l'on était protégé. Je pense qu'il ne faut pas être trop dogmatique en matière de politique douanière. Ni l'autarcie complète, ni le libre-échange total ne font le pain des hommes d'État de nos jours. Les douanes sont des outils utiles de l'État pour garder un certain contrôle sur son économie si le contexte international se gâte. On peut voir cela comme une question de souveraineté, ou même comme une condition indispensable pour être maître de la situation. Une douane n'est pas bonne parce qu'elle s'appelle douane, une douane est bonne parce qu'elle est judicieuse, parce qu'elle est juste assez haute pour éviter les prédations étrangères et les pertes d'emplois par délocalisation, mais juste assez basse pour ne pas faire exploser les prix, pour surmonter les crises de production intérieure et faire entrer les technologies que le génie national ne possède pas. Il y a ici un certain art qui nécessite de la délicatesse, du raffinement. La nation est le terrain où s'exerce cet art. Si les nations n'existaient pas, alors l'histoire économique serait acceptée de façon fataliste, comme quelque chose d'inéluctable. Car les flux internationaux ne se maîtrisent pas vraiment. Il suffirait de quelques bandits à l'autre côté de la Terre pour nous dicter leurs conditions et nous n'aurions pas de prise sur les échanges mondiaux. Le marché mondial pourrait anéantir notre agriculture en un claquement de doigts sans qu'on puisse rien y faire. C'est ici ce que ne voient pas les disciples de Ricardo. Ils ne voyaient dans ses idées qu'une belle utopie scientifique et raisonnée, pensée par des hommes terre à terre, soucieux de l'intérêt du plus grand nombre. La tentation est forte de vouloir construire un village-monde
où l'on met en commun toutes les ressources. On se rendrait le matin au grand supermarché mondial avec les fruits de notre labeur et on les échangerait contre 1 gramme de chaque article, juste ce dont nous avons besoin. On ne se ferait pas la guerre, puisqu'on aurait tous intérêt à ce que ce grand marché mondial soit pérenne. L'Angleterre avait dressé un échiquier, disposé les pièces, fixé les règles des déplacements et gardé discrètement quelques atouts pour lui assurer un avantage. Elle avait voulu jouer un jeu, et elle entendait maintenant que tout le monde veuille bien le jouer avec elle. Nous autres Français, nous l'avons joué pendant 3 décennies, et nous nous en sommes tirés tant bien que mal. Mais d'autres ont eu moins de chance que nous. Au bout du monde, au-delà des détroits les plus lointains, se trouvait un pays plus grand que nous, plus ancien que nous, plus méfiant, plus hostile, fermé comme une noix. Et les Anglais avaient beau venir leur faire la cour, ces hommes-là répondaient à toutes les courtoisies par un formalisme arrogant. Les Anglais et les Chinois pensaient chacun que le barbare c'était l'autre. Les Anglais auraient dû passer leur chemin, mais personne ne sait pourquoi. Ils s'entêtèrent à parler à des Chinois qui ne pouvaient de toute façon pas les entendre. Je ne sais pas ce qu'en aurait pensé Ricardo, il aurait peut-être trouvé ça idiot. Mais le libéralisme à cette époque n'en était plus au premier principe. Il y avait eu les premiers traités, il y avait eu les traités d'économie, et puis par-dessus, de l'arrogance, de la morgue et de la susceptibilité. Qui sont les Chinois pour se permettre de refuser notre civilisation? Les Chinois ne veulent pas jouer à notre jeu, ils ne veulent pas ouvrir leur marché. Eh bien, il n'y a qu'à prendre un bon marteau, et la noix finira par s'ouvrir. Cela a été fait de la pire des manières. On aurait pu les forcer à acheter du lin ou des patates. Ils auraient au moins pu se vêtir ou se nourrir avec. Mais ce qu'on a déversé sur cette terre orientale, ce fut le produit le plus inutile, le plus abrutissant, le plus toxique, le plus addictif et le plus diabolique qui soit, de l'opium. Un opium dont l'empereur chinois n'a jamais voulu, ni pour lui, ni pour ses sujets. Une véritable plaie d'Égypte, c'était à n'y rien comprendre. Il était convaincu qu'il administrait un remède, alors qu'il ne faisait qu'injecter le mal. Plus le Chinois protestait, plus l'Anglais l'éduquait au libéralisme économique. Lui qui ne parlait que de laisser faire et de laisser les individus libres, il se mettait étrangement à prendre son rôle d'éducateur soudain très au sérieux. Alors, je ne dis pas que Ricardo avait tort de la première à la dernière ligne, je n'en veux pas au libre-échange d'avoir existé et d'avoir été un moment de l'histoire de l'humanité. De toute façon, il y aura toujours une certaine quantité de libre-échange, tempérée par une certaine quantité de protection, mais l'Angleterre a le tort d'avoir confondu ses vues personnelles sur la liberté avec de la civilisation. Ce faisant, elle a fourni à la Chine une semonce tellement brutale, tellement injuste, qu'elle fit naître en elle un ressentiment qui ne l'a jamais quitté depuis 2 siècles. Pour trouver les moyens de nous asphyxier, la Chine n'aura qu'à se souvenir de ce qu'on lui a fait.